glissando aujourd'hui. J'ai un bel exemple de Rhapsody in Blue. On a le Copeland à la fin qui est aussi pas facile, surtout après avoir joué les 3 dernières pages. Euh, donc, il y a plusieurs façons de faire des glissando. Vous allez chacun avoir des défis différents avec des embouchures, des forces d'ange différentes qui vont faire, qui vont avoir quand même un assez grand impact sur votre travail. C'est sûr, des anges durs, c'est plus difficile. Ça, c'est un petit peu résistant. Ça a moins de flexibilité. C'est important de travailler de plier le son. Donc, un ange dur va être un petit peu moins flexible pour ça. Avoir une tierce, c'est vraiment important. C'est ça qui va faire, la pâte entre vos registres et entre vos notes. Parce qu'en bout de ligne, pour moi, souvent, le plus simple, c'est de faire carrément une gamme chromatique complètement décentrée et de me rattraper en haut. Donc, par exemple, dans le Gershwin, la gamme chromatique me garde psychologiquement sur la traque, finalement, du son. Puis j'arrive évidemment bien trop tôt en haut, puis là, ma bouche termine. Des choses qui sont un peu contre-intuitives aussi, j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à ouvrir beaucoup. Contre-intuitif, mais pour moi, d'appuyer sur l'anche, c'est assez important. De garder un bon point de contact, assez appuyé, là, assez fort même sur l'anche. Souvent, ce qui arrive, ce qu'on entend, c'est quand vous faites vos glissando, là, c'est ça que j'entends. Il faut juste garder le contact avec l'anche. Je m'éloigne de l'anche, mais j'appuie quand même, j'ai quand même un contact dessus. Gardez du support aussi. Et à expérimenter. Mais moi, c'est souvent un problème, c'est quand il manque de support. La plupart des glisses ont un crescendo dedans, d'ailleurs. Le Gershwin, oui. Puis le Copeland, certainement à la fin aussi. Donc, comment pratiquer ça? Ben, comme je vous dis, le ti, ui, 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 ça c'est vraiment important. Ensuite de ça, il y a la méthode par les doigts, travailler avec les doigts, parce qu'il y a beaucoup, on peut faire ce glissando-là de Gershwin avec les doigts, donc il faut trouver le milieu, le pont au milieu ici est problématique, donc il faut commencer à sortir les doigts de la main gauche avant de lever, pour pas que ça donne un coup. Mais je travaillerais demi-ton par demi-ton. Que vous le fassiez avec les doigts ou avec la gamme chromatique, les doigts qui glissent sur la gamme chromatique, pour moi, ça revient au même. Il faut travailler par demi-ton, juste pour faire travailler la bouche un peu. Et en descendant, très difficile en descendant aussi. Je dis demi-ton, je ne peux pas garantir l'authenticité de chacun des demi-tons, là, mais vous voyez un peu étape par étape par étape, pour se battre contre le moment où vous avez des trous, pas à moitié ouverts, mais carrément avec des petites fentes. S'il n'y a juste rien, c'est un peu comme si vous aviez une fente dans votre clarinette. Si je débouche un tout petit peu, à ce moment-là, là, je commence à bouger mon troisième doigt de la main droite, là. Il y a un moment qui est très, très résistant pour l'instrument. C'est là qu'il faut avoir l'embouchure d'effet et avoir beaucoup de flexibilité. Autrement, si je suis droit, il n'y a pas de son, ou il y a un canard, ou ça ne fonctionne pas. Il faut arriver à avoir un son avec rien, avec une grosse craque dans la clarinette. Et comme je disais aussi, en descendant, je pense que c'est important de travailler le glissando en descendant. Ça travaille autre chose avec la bouche. À part de ça, mais dans la plupart des glissando, il y aura un passage, il y a un point pour moi, c'est un ou plusieurs
moments qui sont pas des charnières, des pivots. S'il faut que j'aille au Ré, par exemple, dans le Copeland, il y a un moment où je change de registre. Changer de registre, là, c'est là que c'est délicat. Ça va de trouver un doigté, qui peut être un doigté, c'est pas nécessairement un vrai doigté. Copeland, je ne sais plus au Canada. Par exemple, là, je pourrais passer par un do dièse comme ça, ou passer par une note ouverte. Copeland n'est pas trop dur parce que la note est très proche du changement de registre. Si c'était un mi ou un fa, la note aiguë, on aurait un problème plus important. Passer de sol à carrément de fa à fa. On a un problème de changement de registre ici. Donc, ce que je ferais, c'est trouver une note. Ça peut varier. Ça serait d'avoir une note, probablement le ré ouvert. Ça, c'est souvent une note pratique, où je vais être tellement flat. Quels que soient les doigts que je mets, ça donne toujours un ré, parce que j'ai la bouche complètement défaite. Donc, mon pivot, c'est une note que je peux jouer les deux notes et que ça fonctionne. Donc, j'ai mon doigté de ré ouvert et mon doigté de ré d'harmonique 5, doigté normal finalement, sur la même bouche. Et puis, je peux finir mon glisse à partir du ré. Ça peut vous donner une idée. Mais la note pivot est importante à choisir. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Vous pouvez faire des expériences. Plus le glisse est grand, plus vous allez avoir besoin de note pivot parce qu'il y a un moment donné où il va y avoir des... Mais même le passage de la main droite à la main gauche, à cause du pont ici, qui est une clé, un plateau qui n'est pas un trou, il n'y a pas moyen. Il va y avoir un punk si je le lève trop tôt. Donc la note pivot serait après. Il faut que la bouche soit vraiment déformée. Ouais. Si vous n'avez pas assez de distance entre assez de range finalement entre mettons un do puis mon la. La bémol. J'ai presque un sol. C'est sûr que ça me donne beaucoup de jeu pour pivoter entre les notes. Donc, en gros, puis quand le glisse arrive puis vous avez fini de vous le travailler, c'est le support qui est souvent un problème. La lèvre qui s'en va de l'ange complètement, ça aussi c'est un problème. J'espère que ça a été un peu utile.